Cuba fait actuellement face à une très importante pénurie de pétrole, forçant cette île des Caraïbes à s'adapter quoi qu'il en coûte. Mais alors, que se passe-t-il dans le pays et quel rôle les États-Unis jouent-ils dans cette situation? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour, disponible sur YouTube et en podcast. Cuba, c'est donc une île qui se situe au sud-est des États-Unis et qui possède environ 10 millions d'habitants, une population qui ne cesse de diminuer ces dernières années pour plusieurs raisons que l'on va justement évoquer dans un instant. Mais avant ça, même si on ne va pas pouvoir refaire toute l'histoire de l'île, ça me semble tout de même important de mettre un petit peu de contexte historique. Cuba a longtemps été une colonie espagnole jusqu'à la fin du 19e siècle, lorsque plusieurs guerres ont finalement permis à l'île de devenir indépendante. Malgré cette indépendance, Cuba est resté fortement marqué par l'influence des États-Unis qui avaient soutenu sa décolonisation. Au début du 20e siècle, bien qu'indépendante, Cuba est notamment marquée par la dictature et la corruption. Finalement, dans les années 50, va éclater ce que l'on appelle la révolution cubaine, dirigée par le révolutionnaire communiste Fidel Castro, qui va alors renverser le gouvernement cubain, installer un régime socialiste, nationaliser des entreprises et s'éloigner des États-Unis pour se rapprocher de l'URSS, le principal ennemi des États-Unis à l'époque. À partir de là, les États-Unis vont commencer à sanctionner économiquement l'île, en réduisant notamment leur importation de sucre de Cuba, alors qu'ils étaient jusque-là leur principal importateur. Alors on va pas revenir en détail sur tout ça, mais Cuba se retrouve au cœur de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. En 1961, les États-Unis, qui sont mécontents qu'un allié de l'URSS se trouve si proche de leur territoire, tentent un coup d'État à Cuba qui échoue. C'est ce qu'on appellera le débarquement de la baie des Cochons. Et en 1962, l'URSS installe à Cuba des missiles nucléaires capables d'atteindre les États-Unis. Alors après des négociations, l'URSS retirera finalement ses missiles de l'île, mais les États-Unis vont donc maintenir leurs sanctions sur Cuba et vont même les renforcer. Même si le contexte de guerre froide s'est terminé depuis, l'embargo américain de Cuba comprend toujours une interdiction totale pour les entreprises états-uniennes de commercer avec Cuba et impose par exemple encore certaines restrictions financières à l'île. Aujourd'hui, cet embargo impacte toujours véritablement Cuba. L'île subit par exemple une pénurie de médicaments, de nourriture ou encore de carburant et d'électricité, et même si d'autres pays peuvent légalement commercer avec Cuba, les banques internationales hésitent ou refusent de traiter ces transactions par crainte d'être sanctionnées par les États-Unis. Cuba estime avoir perdu plus de 160 milliards de dollars depuis 1960 à cause de l'embargo américain. Depuis, chaque année, l'ONU appelle notamment à la levée de cet embargo qui, selon elle, viole le droit international et porte atteinte aux droits humains du peuple cubain sans que rien ne change. Et c'est donc dans ce contexte qu'après l'opération militaire américaine de début janvier qui a mené à l'enlèvement de Nicolás Maduro au Venezuela, Donald Trump a affirmé que le régime cubain semble être sur le point de s'effondrer, soulignant la vulnérabilité de l'île après la perte de son principal allié. Alors on va pas reparler en détail des menaces du gouvernement des États-Unis sur Cuba et sur l'Amérique latine, on avait fait toute une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse, le lien est en description. Mais ce qui est important de souligner, c'est que Cuba était notamment proche du Venezuela, qui fournissait majoritairement l'île en pétrole, mais depuis l'enlèvement de Maduro, ses importations de pétrole ont brutalement stoppé, ce qui a aggravé la crise énergétique de l'île. Donald Trump a même volontairement aggravé la situation le 29 janvier en signant un décret autorisant les États-Unis à frapper de droits de douane les pays vendant du pétrole à Cuba, poussant par exemple le Mexique, son deuxième fournisseur de pétrole, à arrêter ses livraisons. Officiellement, selon les États-Unis, Cuba ferait, je cite, peser une menace exceptionnelle sur la sécurité nationale américaine. Il reproche à Cuba de soutenir des pays hostiles aux États-Unis, comme la Russie ou encore la Chine. Mais officieusement, de nombreux experts soulignent que, comme pour le Venezuela, il s'agit là d'un prétexte utilisé par Donald Trump, qui souhaiterait en réalité mettre en place un nouveau gouvernement à Cuba, venant remplacer l'actuel président communiste du pays par un président qui soutiendrait les États-Unis et leur politique. Un objectif que l'embargo américain tenterait déjà de réaliser depuis plus de 60 ans. Mais alors, quels sont les résultats de ces nouvelles sanctions sur Cuba? Déjà, on peut noter que sur l'île, les coupures de courant sont de plus en plus fréquentes. Vendredi dernier, le gouvernement cubain a annoncé la mise en place de plusieurs mesures dans le but de répondre à la crise pétrolière. Parmi les mesures, le rationnement de carburant, l'instauration de semaines de 4 jours aux fonctionnaires, une obligation de télétravailler pour certaines professions, ou encore une réduction des cours en présentiel dans les écoles et les universités. Le passage de certains transports en commun est désormais aussi limité, l'objectif étant d'éviter au plus les déplacements afin d'économiser l'essence sur l'île. Ce lundi, les autorités cubaines ont aussi informé les compagnies aériennes desservant Cuba que le ravitaillement en kérosène serait suspendu pour au moins 1 mois. C'est donc dans ce contexte que le président cubain dénonce désormais, je cite, une véritable asphyxie économique du pays par les États-Unis. Pour tenter de mettre un terme à cette situation, il a déclaré la semaine dernière qu'il était ouvert à des négociations avec les États-Unis sans conditions préalables, à condition qu'un changement de régime ne soit pas envisagé. La semaine dernière, Donald Trump a notamment
également déclaré que les États-Unis avaient commencé à parler à Cuba sans que davantage de détails ne soient donnés pour l'instant. En tout cas, l'ONU a de nouveau communiqué sur la situation en alarmant, je cite, contre un possible effondrement humanitaire à Cuba suite à la tentative des États-Unis de bloquer les approvisionnements en pétrole de l'île. À noter également que 2 navires envoyés par le Mexique transportant plus de 800 tonnes d'aide humanitaire, composées notamment de maïs, de haricots et de lait en poudre, devraient arriver à Cuba dans les prochains jours. On continuera de suivre la situation, je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le président des États-Unis, Donald Trump, doit annuler ce jeudi un texte fondateur dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, ces gaz responsables du changement climatique. Ce texte, il s'appelait le constat de mise en danger et il avait été adopté en 2009 sous l'ex-président américain Barack Obama. Il reconnaissait que 6 gaz à effet de serre, dont le méthane et le dioxyde de carbone, représentaient un danger pour la santé publique. Cette décision avait par exemple permis à l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis d'imposer des réglementations fédérales, donc à l'échelle de tout le pays, pour limiter leurs émissions, notamment celles des voitures et des camions. Mais aujourd'hui, la Maison-Blanche justifie cette suppression en affirmant que cela va faire baisser le prix des véhicules neufs. Et en effet, cette annulation du texte mettrait fin aux normes d'émissions imposées aux constructeurs et ouvrirait donc la voie à l'annulation d'autres règles environnementales, notamment pour les centrales électriques. Mais tout ça donc aux dépens totales de l'environnement. À noter que les États-Unis sont déjà le deuxième plus gros émetteur mondial de CO2 derrière la Chine, selon une étude du Global Carbon Budget en 2024. Et en tout cas, cette décision devrait aussi être contestée en justice et pourrait même remonter jusqu'à la Cour suprême du pays. Le président de l'organisation environnementale NRDC Manish Bapna a prévenu, nous les verrons au tribunal, on suivra ça. Deuxième actu, 9 personnes ont été tuées ce mardi dans une fusillade dans un collège-lycée à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada. Au moins 27 personnes ont aussi été blessées, dont 2 grièvement selon les autorités. Selon plusieurs médias canadiens, l'auteur des tirs serait une femme, mais pour le moment, la police refuse de donner plus de détails sur son identité. On ignore quelles ont été ses motivations. Elle a d'ailleurs été retrouvée morte dans l'école où a eu lieu le drame, d'une blessure qu'elle s'est infligée elle-même. L'identité des victimes n'a pas non plus encore été rendue publique. Il faut savoir qu'il s'agit de la deuxième fusillade scolaire la plus meurtrière de l'histoire du Canada, selon le média CBC, après l'attentat antiféministe qui avait fait 14 morts à l'école polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. Et contrairement à ce qu'on voit régulièrement aux États-Unis, ce type d'attaque est plutôt rare au Canada. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est dit, je cite, bouleversé par cette terrible fusillade et a annoncé qu'il annulait ses déplacements prévus à partir d'aujourd'hui en Europe. Troisième actu, à Madagascar, un pays situé à l'est du continent africain, au moins 20 personnes sont mortes et 15 sont actuellement portées disparues, alors que 33 personnes ont été blessées lors du passage du cyclone Gedzani, selon le dernier bilan des autorités malgaches publié ce mercredi. L'œil du cyclone, donc sa partie la plus intense, a touché la deuxième ville du pays, Taomasina, ce mardi soir, avec des rafales allant jusqu'à 250 km/h. Il s'est ensuite affaibli, a été rétrogradé en tempête tropicale tout en continuant de traverser l'île d'est en ouest, causant des risques d'inondation. La tempête risque notamment de toucher prochainement la capitale malgache, Antananarivo. Au moins 9 personnes décédées l'ont été dans des effondrements de maisons, selon le Bureau national de gestion des risques des catastrophes. Une vidéo aérienne de l'organisme montre des toits de tôle éventrés et des palmiers renversés sur les routes, qui sont donc devenus totalement inaccessibles aux voitures. Le responsable régional de l'ONG Action contre la faim parle d'un chaos total. 90% des toits des maisons de la ville se sont envolés en totalité ou en partie. Selon les prévisions du Centre météorologique régional spécialisé dans les cyclones, cette dépression devrait regagner en intensité en atteignant le canal du Mozambique pour frapper ce pays d'Afrique australe au stade de cyclone à partir de vendredi soir. Le bilan du cyclone Genazi pourrait donc s'alourdir dans les prochains jours, on suivra ça. Quatrième actu qui concerne la France, la ligne d'écoute nationale destinée aux femmes victimes de violences conjugales, le 3919, est saturée depuis plusieurs semaines par des appels malveillants venant de milieux masculinistes. Fin janvier, la porte-parole de la Fédération nationale Solidarité Femmes, Camille Luxtré, évoquait des appels coordonnés de plus en plus virulents et des attaques envers les écoutantes. Ces actions seraient donc menées par des collectifs réclamant l'ouverture du 3919 aux hommes au nom d'une discrimination anti-homme. D'après Tiffaine Boyer, la responsable des écoutantes, ces actes se multiplient depuis près d'un an, appels massifs d'hommes, menaces, harcèlements et insultes. Des dispositifs de soutien psychologique ont même été mis en place pour les équipes. La directrice générale de la FNSF, Miné Gounbaye, a affirmé à Radio France qu'elle n'exclut pas de porter plainte en cas de nouvelle vague d'appels d'ici les prochaines semaines. Comme il s'agit d'un service anonyme et qu'aucune plainte n'a encore été déposée à ce stade, le 3919 ne permet pas d'identifier les auteurs. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a dénoncé une montée en puissance de la menace masculiniste qui s'attaque frontalement aux politiques d'égalité, aux associations féministes et aux dispositifs de protection des femmes. Aujourd'hui, 39% des hommes estiment que le féminisme menace leur place, selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Cinquième actu, la chaîne d'information en continu CNews a été condamnée par l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique,
numérique à 2 nouvelles amendes pour un montant de 100 000 € au total, en cause des manquements relevés dans 2 éditions de l'émission L'heure des pros de été, diffusée le 8 et 12 août dernier. Le 8 août, l'ancienne ministre déléguée aux affaires européennes, Noëlle Lenoir, avait affirmé, je cite, que des millions d'Algériens présenteraient des risques majeurs en France en évoquant la possibilité qu'ils sortent un couteau dans le métro ou dans la rue ou bien foncent dans une foule. 4 jours plus tard, le 12 août, l'ex-journaliste Françoise Laborde avait qualifié les Palestiniens, après les attaques terroristes du 7 octobre 2023 en Israël, je cite, de sauvages sanguinaires épouvantables. Après examen, l'Arcom a estimé que ces propos étaient susceptibles d'encourager des comportements discriminatoires en assimilant les ressortissants algériens à un danger pour la sécurité publique et en associant l'ensemble des Palestiniens aux auteurs des attaques du Hamas, un mouvement palestinien dans la branche armée est considéré comme terroriste par de nombreux pays. La séquence du 8 août a donc été sanctionnée à une amende de 25 000 € et celle du 12 août de 75 000 €. Contacté par l'AFP, CNews n'a pas encore réagi à ces condamnations. Depuis 2019, l'Arcom a condamné CNews à 24 reprises pour un montant total de 630 001 € d'amende. Et on finit avec cette actu culturelle, la chanteuse américaine Britney Spears aurait cédé les droits de ses chansons à l'éditeur Primary Wave pour environ 200 millions de dollars selon plusieurs médias américains. Ça veut donc dire que Primary Wave toucherait désormais l'argent généré pour chaque diffusion, vente d'albums ou utilisation de ses musiques dans la publicité et les films, mais aussi que l'entreprise pourrait décider de nouvelles exploitations commerciales de ses chansons. A noter que Primary Wave détient par exemple une partie des droits d'édition sur les musiques de Kurt Cobain et Nirvana, de John Lennon ou encore de Bob Marley. En tout cas, Britney Spears n'a pas encore confirmé cette vente. Libérée en 2021 d'une tutelle de 13 ans, elle a raconté dans son livre The Woman in Me, publié en 2023, des années de contrôle sur sa vie personnelle, financière et artistique. Elle n'a pas sorti d'album studio depuis Glory en 2016, même si elle a réalisé quelques collaborations, notamment avec Elton John en 2022 ou will.i.am en 2023. Merci Samy pour ces actualités en bref, et merci à vous d'avoir suivi ces actus du jour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'elles sont disponibles en version newsletter, c'est totalement gratuit et ça arrive dans votre boîte mail. Le lien est en description. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.